Bonjour Sylvain Kahn. Bonjour Sophie Tessière. Sylvain Kahn, vous êtes historien et géographe, professeur agrégé à Sciences Po et spécialiste de la construction européenne. Le Brexit est sans précédent dans l'histoire de l'intégration européenne. Quelles en seront les conséquences? Est-ce grave? Est-ce pour l'UE des gens en crise un traumatisme, voire le coup de grâce? Alors, est-ce que c'est grave? Ça dépend de quel point de vue on se place. Moi, j'ai quand même tendance à considérer que le Brexit, évidemment, pose un grand nombre de problèmes. C'est sûr. Ça ne va pas être simple à mettre en œuvre. De là à dire, comme le disent un certain nombre de commentateurs à chaud, voire un certain nombre de mes collègues universitaires, que c'est une catastrophe, j'aurais tendance pour ma part à être beaucoup plus prudent ou à être moins pessimiste. Pourquoi? D'abord parce que le Brexit démontre, certes d'une manière qui peut être considérée comme désagréable pour les parangons du projet européen ou pour les européistes, le Brexit démontre que l'Union européenne est bien une fédération d'États démocratiques. Ça veut dire quoi une fédération d'États démocratiques? Ça veut dire que ce n'est pas un empire. Ça veut dire qu'un pays est un État membre de l'Union européenne par adhésion, par choix, par volonté politique. Et que, réciproquement, quand un pays veut en sortir, il peut le faire. Et donc, de ce point de vue-là, le Brexit apporte la démonstration que, contrairement à ce qu'on dit souvent, l'Union européenne est bien un projet politique, d'une part, et deuxièmement, un projet politique démocratique. On est donc très très loin d'un empire qui, on va dire, impose par la force une espèce de dynamique et de contrainte sur ses membres et sur les peuples qui en font partie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, bien qu'on puisse l'analyser de façon plus nuancée, c'est que dans un pays comme le Royaume-Uni, on a décidé de faire un référendum. Le Leave l'a emporté et les dirigeants britanniques, quand bien même la très grande majorité des parlementaires britanniques étaient pour le In et contre le Leave, eh bien, ils décident de respecter la volonté du peuple. Alors, vous allez me dire, et un certain nombre de mes collègues politistes expliquent que ça montre que la procédure référendaire est une procédure qui est davantage démagogique que démocratique. C'est sans doute vrai. Je ne vais pas rentrer dans ce détail ici parce que c'est un autre débat. Pour dire les choses très rapidement, un référendum n'a vraiment de sens que si on donne aux gens les moyens pendant des mois et des mois, voire des années, de vraiment sous-peser la question, les éléments, les facteurs qui va leur permettre de répondre soit oui, soit non. Bon, mais en tous les cas, ça a fonctionné. Donc, moi j'ai envie de dire que c'est plutôt le signe que l'Union européenne fonctionne. Et je pense par ailleurs que c'est très important d'envoyer un signal que les gens sont responsables. Les gens veulent adhérer au projet européen avec les contraintes, les droits et les devoirs. Ils peuvent le faire. Ils veulent sortir, ils peuvent sortir. Et pour ma part, je ne trouverais pas catastrophique que d'autres pays sortent s'ils doivent sortir. Parce que d'une certaine manière, ça met un peu tout le monde au pied du mur. C'est trop facile de dire l'Union européenne, c'est contraignant, ça nous casse les pieds, c'est ennuyeux, etc. On peut dire aux gens, écoutez, si vraiment ça vous casse les pieds, si vraiment votre bilan est négatif et pas positif, eh bien sortez, c'est possible, personne ne vous retient. Voilà, ça pour moi c'est l'enseignement numéro 1. Maintenant, on pourrait dire à court terme, par rapport à votre question, est-ce que c'est grave? Ce qui va être grave, c'est que la procédure de divorce va être longue. Parce qu'un pays qui est membre de l'Union européenne, ça veut dire que toute sa législation est une déclinaison des lois européennes auxquelles il a lui-même contribué. Et pour se détacher, on va dire, pour reprendre une législation nationale indépendante, ça veut dire qu'il faut détricoter 40 ans de textes, 40 ans de procédures législatives. Et ça, évidemment, ça va être long, compliqué et difficile. Et ça va l'être d'autant plus que le gouvernement britannique va essayer de mener ces négociations de manière à sauvegarder
au mieux les intérêts du peuple britannique. Et donc, moi, je m'attends à des négociations difficiles, à des négociations de marchands de tapis, de chiffonniers. Les Britanniques ne vont rien lâcher. Quand je dis les Britanniques, je parle du gouvernement. Ils vont probablement faire du chantage sur un certain nombre de points. Ils ont déjà commencé à menacer les autres Européens de devenir un gigantesque paradis fiscal où le taux d'imposition sur les entreprises, les impôts sur les entreprises seraient abaissés à 15%, quasiment comme en Irlande, ce qui serait vraiment introduire une concurrence fiscale très très déloyale. Voilà. Donc je pense que ça va être des négociations compliquées, très désagréables, et contrairement à ce qu'on a pu croire au mois de juin dernier, le Royaume-Uni est toujours dans l'Union européenne, tant qu'il n'en est pas sorti, il est toujours dedans. Lorsqu'il sera sorti, obtiendra-t-il un statut à la Suisse, ou bien un statut à la norvégienne, ou bien un statut à la turque, c'est-à-dire bénéficiera-t-il du marché unique et de la circulation des biens et des marchandises sans avoir son mot à dire sur l'écriture des règles de ce grand marché? Obtiendra-t-il, comme il le souhaite, une libre circulation des biens et des marchandises entre l'Europe et lui-même, tout en obtenant que les hommes et les femmes n'aient pas le droit de franchir la frontière britannique sans visa? On va avoir des négociations très difficiles. Troisième élément de réponse, je pense que là où ça va être dur et grave, c'est pour les Britanniques eux-mêmes. 52% des Britanniques ont voté pour le Leave. On voit d'ores et déjà comment la livre a dévissé, elle a perdu beaucoup de sa valeur. Un certain nombre de responsables de grands sièges sociaux, de multinationales dont le siège européen est à Londres, sont déjà en train d'envisager une délocalisation dans une autre capitale européenne. Il y a la question de ce qu'on appelle le passeport européen, c'est-à-dire que la place financière et bancaire de Londres, bien que le Royaume-Uni ne soit pas dans l'euro, est autorisée au même titre que Francfort, que Paris, que Madrid, que Rome ou que Varsovie à opérer sur le marché de la zone euro. Là, il est très probable que l'Union européenne dise si vous vous retirez, vous n'aurez plus ce passeport européen. Et ça, évidemment, c'est quelque chose que craignent énormément les dirigeants bancaires et financiers de la place britannique. Et ça pourrait aussi induire des délocalisations. Or, il faut savoir que ce qu'on appelle au Royaume-Uni l'industrie financière, c'est 10% du PIB britannique et c'est 10% des emplois du Grand Londres. Donc c'est énorme. On s'attend enfin, disent les économistes, à ce que le pouvoir d'achat des Britanniques baisse. Il va donc y avoir un paradoxe, c'est-à-dire que c'est plutôt les classes populaires ou les classes moyennes ou les gens qui ont peur du déclassement qui ont voté majoritairement pour le Leave. Et il est très probable, parce que l'inflation devrait augmenter, parce que la livre va baisser, parce que le coût des exportations va être renchéri, il est très probable que ce sont ces gens-là, ces classes, on va dire, qui sont un peu fragiles, un peu vulnérables, qui ont voté majoritairement pour le Leave, qui soient le plus mis en difficulté par le Leave. Voilà, me semble-t-il, quelles sont les trois conséquences majeures. Je ne crois pas tellement à une quatrième conséquence qui a été beaucoup agitée par beaucoup de commentateurs, qui est qu'il y aura un effet de contagion. Moi, j'ai plutôt le sentiment, j'espère ne pas me tromper, que ça va être l'inverse. C'est-à-dire que quand on va voir à quel point c'est difficile d'opérer le Brexit et à quel point ça a des conséquences, sinon négatives, en tous les cas, à quel point ça met les Britanniques dans une grande zone d'incertitude, je pense que dans beaucoup de pays européens, ça va plutôt amener la majorité des gens à penser qu'avec ses défauts, il vaut mieux rester dans l'Union européenne. La cinquième conclusion, par conséquent, que j'en tirerai, c'est que ce qui me paraît très important, c'est de donner aux citoyens de tous les pays européens, aux individus, les moyens de décoder les bobards, les mensonges, les contre-vérités, les inexactitudes, parce que la campagne pour le Leave, qui a duré 4 mois, a, si j'ose dire, brillé par les inexactitudes, les contre-vérités, les mensonges, les approximations. Et les gens, les électeurs britanniques, parce que les médias britanniques parlent peu et mal de l'Europe, parce que le système scolaire et universitaire n'en parle pas beaucoup. Bref, les gens n'avaient pas, comme par exemple sur le système politique anglais ou comme sur l'agriculture anglaise ou l'industrie, ils n'avaient pas forcément
les moyens, les éléments, les informations. Ils n'étaient pas habitués à pouvoir décoder ce qui leur était dit par les hommes politiques. Et donc du coup, moi je plaide pour que ce qu'on est en train de faire, par exemple ici avec ce MOOC, eh bien, il y en ait partout, le plus possible, en Europe. Que les gens soient pour ou contre l'Europe, ce n'est pas un problème, au contraire, ça fait partie du débat démocratique, mais que les gens puissent se prononcer pour ou contre à partir d'éléments factuels qui ne soient pas des contre-vérités, qui correspondent à des faits objectifs et qui leur permettent de se faire leur propre opinion. Donc de mon point de vue, ce que le Brexit a surtout révélé, c'est un besoin, une demande sociale d'information et de pédagogie sur la construction européenne. Et c'est ce qu'on essaye de faire ici. Sylvain Kahn, merci beaucoup. Je vous en prie.